tout le monde nous connaît, mais en réalité, personne. Les seuls qui me connaissent sont mes proches. On passe notre vie à se cacher. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une histoire qui me tient particulièrement à cœur et je suis sûre qu'il risque de vous émouvoir. Abonnez-vous, c'est gratuit, commentez et partagez les vidéos. Jean-Pierre Foucault, alors, inutile de vous présenter, incontournable à la radio comme à la télévision, depuis Sacrée Soirée jusqu'à Qui veut gagner des millions. Alors vous dites que votre sourire, finalement, est un masque pour cacher des larmes. Écoutez, j'ai l'histoire d'un petit gamin qui est né à Marseille, il y a quelques années de cela. Nous habitions à Marseille, et pourtant j'ai un point commun avec Roger qui était de l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire que mon père était importateur et exportateur de fruits et légumes à Marseille. Et mon père avait des succursales, Alger, Tunis, Beyrouth, un petit peu plus loin, la Côte d'Ivoire pour les ananas, l'Espagne pour les oranges. Et un jour, il est parti en février 62 à Alger. Vous aviez 14 ans. J'avais 14 ans, pour vérifier la comptabilité de son entreprise. Il n'avait donc aucun lien avec l'Algérie, aucun lien avec les événements qui s'y déroulaient alors. Et puis j'étais en classe, et le censeur du lycée est venu me voir en disant « Il faut que vous rentriez très vite à la maison, votre papa a eu un accident ». J'ai appris très vite qu'il s'était fait descendre dans la rue Michelet, au 18 de la rue Michelet, assassiné d'une balle dans le dos. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Mais justement, le livre que vous publiez maintenant aux éditions Kalman-Levy qui s'appelle « Le sourire aux larmes », est-ce que c'est vraiment pour cacher cette tristesse infinie? Certains disent que c'est un peu la marque de fabrique. Hein. C'est vrai que je me suis masqué au fil des années, depuis le 22 février 1962, derrière ce sourire d'abord, le rire après, pour éviter qu'on ne m'interroge. Parce que les questions ont commencé en classe. Hein. Moi j'étais au lycée Marseille Vert à Marseille, et pourquoi ton père ci, et pourquoi ton père là, etc. Donc on ne cessait de me parler que de ça. Donc il fallait bien que je fasse autre chose pour qu'on oublie ce moment pénible de ma vie, de celle de ma famille. Et c'est là où j'ai commencé, si vous voulez, comme on dit à Marseille, je ne sais pas si on disait ça en Afrique du Nord, à faire l'intéressant, hein, à ne pas être le dernier lorsqu'il fallait raconter une histoire. Et c'est vrai que ce rire, pour répondre à votre question, c'est une façade qui m'a beaucoup servi et qui continue aujourd'hui encore à me rendre service. Mais vous êtes senti différent? Bah oui, oui. Très, très différent. D'abord parce que, à 14 ans, lorsque vous avez deux jeunes sœurs, lorsque vous avez une maman qui se bat, lorsque vous avez des copains qui ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, et pourquoi, s'il s'est fait descendre, c'est qu'on devait bien lui reprocher quelque chose. Toutes ces questions que les uns et les autres se posaient étaient gênantes pour un gamin de mon âge, qui s'attendait à tout dans la vie sauf à ça. Bien sûr, et qui n'avait d'ailleurs pas les réponses. Aucune réponse. Alors, dans votre livre, vous écrivez « Perdre un être cher dès l'enfance, c'est passer sa vie à rêver de tout ce que l'on aurait pu faire avec lui. » Mais bien sûr, je regrette de ne pas lui avoir parlé suffisamment. Je regrette de ne pas l'avoir entendu suffisamment, comme tous les êtres chers qui nous ont quittés. Malheureusement, après leur départ, on se rend compte de nos lacunes. Et comme moi, il est parti très très tôt, à 14 ans, pour moi, c'est un vide immense qui s'est creusé du jour au lendemain, d'une minute, de la seconde à l'autre. Votre épouse dit que vous pensiez en permanence, finalement, à votre père. D'ailleurs, vous l'écrivez... C'est que je pense. Il n'y a pas un jour... Oui, et que vous y pensez toujours. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez. Il n'y a pas un jour sans que, dans ma vie personnelle ou professionnelle, je n'ai une pensée pour lui, oui. Et toujours avec les mêmes questions, Jean-Pierre. Pourquoi il a été tué? Ou c'est autre chose, maintenant? Non. Pourquoi je ne me pose plus la question? Je ne veux pas savoir, les faits sont là. Il n'empêche que 40 ans après, oui, j'ai eu envie. Alors, vous avez eu envie, c'était l'année dernière, de faire le pèlerinage. Oui. Vous avez fait tout le périple, puisque vous êtes allé là où il avait dormi, à l'hôtel. Je suis allé à l'hôtel Saint-Georges, où il est passé la dernière nuit. Je suis allé dans ses bureaux rue Michelet. Vous savez, j'étais très très inquiet, parce que j'avais l'impression que je serais accueilli par une population hostile. Pourquoi? Parce que le gamin que j'étais, à 14 ans, les gens qui habitaient Alger ne pouvaient être que m'être hostiles, puisqu'ils m'ont pris mon père. Et je suis arrivé dans une ville, j'ai été accueilli remarquablement. Hein, Bien sûr, vous aviez la terreur de l'enfance. J'avais la terreur de l'enfance, et là maintenant, c'est plus Alger la Blanche, c'est Alger la Parabole. Donc on fait partie du quotidien, si vous voulez. Donc ils vous ont reconnu, donc ils m'ont reconnu tout de suite, etc. Mais ils ont été d'un infini respect et d'une infinie discrétion dans ma quête de vérité, si vous voulez. Et quand j'ai descendu à pied la rue Michelet pour arriver au numéro 18,
tout le monde m'a laissé tranquille. Je suis entré dans ce couloir qui n'a pas changé depuis 62. Les boîtes aux lettres sont les mêmes, donc il y a la sienne. C'est la photo que l'on voit là. La photo que l'on voit là. L'ascenseur au fond du couloir en panne depuis 62, ça n'a pas changé. Donc, et j'ai essayé de me mettre dans les pas de mon père. Un jeune homme m'a croisé, m'a reconnu, passé la porte cochère, m'a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis, mais je lui explique en 2 mots. Il me dit, mais ma grand-mère a 80 ans, elle était là en 62. Mon sang n'a fait qu'un tour. Où ? 3e étage. Parce que vous aviez envie de savoir quand même. J'avais envie de savoir, bien entendu. Imaginez qu'on me dise, je monte au 3e étage, cette dame que je ne connaissais absolument pas m'a reçu de façon extrêmement courtoise, comme si elle m'attendait. Elle me dit, mais non, mais nous, les Arabes, nous sommes arrivés à rue Michelet, qui était le quartier chic, après. Nous sommes arrivés au mois de mai, au mois de juin 62. Donc, au mois de février, quand votre père était là, il ne se passait rien. Donc, voilà. Alors, cet espoir, si vous voulez, espoir, non, cette envie s'est envolée. Mais je crois que ce voyage, moi, m'a fait énormément de bien et je l'ai tué à ma mère. Vous savez, ma mère a 88 ans. Vous ne l'avez pas dit ? Je n'ai pas voulu lui dire. Je lui ai dit qu'après. Quand je suis rentré, donc je suis allé le 22, le dimanche d'après, c'était le 27, date anniversaire de ma mère. Je lui ai dit, écoute, je suis allé à Alger. Je lui ai montré les photos, elle m'a simplement dit « Tu as bien fait, tu dois te sentir mieux maintenant ». C'est vrai ? Est-ce que vous vous sentez mieux ? Et c'est vrai, je me sens mieux maintenant. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de raconter. Jean-Pierre Foucault, qu'est-ce que vous avez ressenti devant cette porte ? Dans votre livre, vous écrivez que vous avez ressenti surtout la peur d'être excessivement ému, ou pire, que les minutes qui vont suivre soient moins bouleversantes, moins intenses que dans mon imagination. Non, j'ai ressenti, si vous voulez, une immense tristesse et à la fois un immense réconfort. Parce que j'ai vu, voilà, maintenant c'est fait. J'ai fait, comme l'on dit, si vous voulez, j'ai fait mon deuil en ce 22 février 2004 devant le 18 de la rue Michelet. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Je ne sais pas. C'est Frédéric Papet, je crois, qui s'occupe de vous, qui a aussi organisé. Qui a organisé, mais c'était le moment. Est-ce que vous y seriez allé sans... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et sans qu'on m'ait provoqué, sans qu'on m'ait bousculé, sans qu'on m'ait incité à le faire, je pense que j'aurais eu du mal à y aller. Je ne pouvais pas faire marche arrière. Est-ce que vous avez été tenté de reprendre le flambeau de votre père, faire le même métier ? Non, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, donc je faisais mes études de secondaire. Je n'y comprenais rien. Pour moi, c'était l'avenir, c'était très compliqué. Ma mère qui devait se dépatouiller, parce qu'évidemment, tous les associés sont partis avec la caisse, comme d'habitude, avec dignité et élégance. Donc, elle s'est retrouvée avec nos bureaux. Une mère qui avait échappé, il faut le dire. Une mère qui avait échappé aux nazis. Donc, elle a connu des souffrances terribles que je souhaite à personne d'autre. Donc, j'avais pas en plus envie de remuer et de dire, tiens, il faut qu'on continue à faire marcher l'entreprise familiale. Non, tout s'est arrêté net. Vous avez conservé beaucoup de choses de votre père, parce que je crois que justement là où vous êtes, il y a un lieu un peu secret, intime. Oui, j'ai toujours conservé. Vous parlez de la lettre qui portait sur lui et que vous aviez envoyée. J'avais envoyé une lettre à mon père en disant nous sommes allés camper à Morgiou, qui est une calanque à côté de Marseille. Bon, je t'embrasse très fort, etc. Il l'avait sur lui quand il est mort, elle est maculée de sang. Je l'ai gardée, cette lettre. C'est pour moi, comment dirais-je, quelque chose de fort. Ça signifie que malgré ses occupations, malgré tout, il gardait quelque chose de sa femme et de son fils sur lui. Vous avez essayé de racheter la voiture. J'ai essayé de racheter la voiture qu'on a vue, qu'on n'a pas voulu me vendre. Qu'importe. Bon, j'ai gardé plein de choses, et ma mère, avec une infinie délicatesse, avec parcimonie, petit à petit, depuis des décennies, de temps en temps, me donne un objet ayant appartenu à mon père, sa montre, son portefeuille. Et vous avez besoin de garder le souvenir aussi vivant, parce que c'est ça. J'ai besoin parce que j'ai dans mon antre, à Carry-le-Roi, à côté de chez moi, j'ai un bureau que j'appelle mon antre. Je suis le seul à y entrer. J'ai toutes ces pièces qui sont pour moi importantes, et de temps en temps, quand je me sens pas très bien, je vais dans mon antre et je retrouve tous les objets qui sont les objets de mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse. C'est extraordinaire votre émission, parce que vous avez fait un cadeau formidable à Jean-Pierre Foucault, parce que tous les gens qui viennent, personne ne le connaît. Moi, je le vois quelquefois, je l'ai croisé. Là, tout d'un coup, grâce à vous, n'écoute pas ce que je dis, vraiment, on sait qui c'est. C'est formidable, hein. Personne ne te connaissait, personne. La façon de parler, d'abord ton timbre de voix, toute ta manière de réagir, ça c'est formidable.
parce que c'est lui. Oui. Écoutez, On n'est plus devant l'image de Vous télévision. savez, dans notre métier, nous sommes les plus connus des inconnus. Parce que tout le monde nous connaît, mais en réalité, personne. Les seuls qui me connaissent sont mes proches. On passe notre vie à se cacher. Non, mais nous, c'est-à-dire, encore une fois, nous, on a plus de chance que toi. C'est-à-dire que nous, de temps en temps, si on joue un personnage, des choses de nous apparaissent. Une scène d'ivresse, une scène de jalousie, etc., des choses qui passent. Mais lui, c'est formidable. Et là, il est passé des choses. Pour moi, c'est son premier grand rôle. Malheureusement, c'est celui de la vie. Et face à la mort, c'est l'expérience de la vérité. Mais il faut le prendre avec un petit sourire, comme ça, en fin de respiration. Quoi. François Léotard, l'expérience de la mort, c'est aussi l'expérience de la vérité. Oui, mais moi, je crois qu'à chaque fois, pour chacun d'entre nous, ce mort-là est très vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que je comprends très bien ce que dit Jean-Pierre Foucault. C'est des gens vivants. C'est des gens vivants qui adoraient la vie, j'imagine. En tout cas, mon frère, c'était ça. C'était vraiment extraordinairement vivant. Et donc, je veux dire, il ne faut pas parler que d'eux comme une espèce de tristesse enfouie en nous. Et il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout des gens qui ont donné de la joie, qui ont donné de la générosité, qui ont donné des enfants, qui ont donné tout ce qu'ils avaient de plus beau. Vous allez pouvoir en parler comme ça parce que vous avez eu un long moment avec votre frère. Je pense que la différence... la différence avec... certainement avec J'ai perdu mon père, je commençais à peine à lui parler et à l'entendre. Donc c'est vrai que... Donc il est plein de remords de ne pas avoir... Enfin, si je puis me permettre, de ce que j'ai compris, de ce que vous avez écrit, c'est le regret de ne pas l'avoir connu en tant qu'homme, de ne pas lui avoir aussi offert sa carrière. Il reste pour moi quand même un exemple, et je m'appuie sur cet exemple pour ma vie personnelle. Comme on aurait pu dire de lui, je pense être un mec bien. J'espère en tout cas avoir suivi l'exemple qu'il m'a donné à travers l'éducation qu'il nous a donnée avant que je le dise. Écoutez, il était très sévère. Il était très sévère, très rigoureux. Il ne fallait pas que... Je pense qu'il était souvent absent et quand il venait... Il était souvent absent, donc quand il était absent, ma mère était plus calme, ma tante qui habitait avec nous était beaucoup plus calme, mes sœurs, etc. Bon, lui, c'était la rigueur, c'était la discipline. Il fallait faire ça, alors quand les carnets de notes arrivaient, c'était un gros problème. Énorme problème, il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, encore une fois? Bon. Et bon, je pense que cette peur et cette rigueur m'ont poussé à avancer, quand même. Et je ne lui en veux absolument pas. Et au contraire, je le remercie d'avoir été rigoureux, sévère. On ne met pas les coudes sur la table. Tu as demandé à te quitter la table? Non, pardon, je reviens. Enfin, donc tout ce qui peut paraître désuet aujourd'hui... c'est que vous êtes toujours le petit garçon. En fait, quand vous en parlez, vous êtes toujours le petit garçon face au père. Tout ce qui peut paraître désuet aujourd'hui, l'éducation, la simple éducation, paraît totalement désuet aujourd'hui et ridicule chez certains. Moi, écoutez, elle m'a fait du bien. En retournant là-bas, longtemps après... Est-ce que c'est pas l'envie de grandir enfin? Mais peut-être, bien sûr, bien sûr. C'est peut-être que depuis le 22 février 2004, je suis devenu adulte. Oui. C'est vrai, peut-être que ça m'a aidé à le devenir. Comment? Docteur, je ne sais pas. Christophe Fauré. Aidez-moi. Christophe Fauré, psychiatre. Donc on peut imaginer, quand on perd son père à 14 ans, il y a des choses qui restent en suspens. Et aussitôt engouffré dans une vie d'adulte, on est bien obligé de mettre en stand-by cette souffrance du deuil. Et je crois peut-être de retrouver, c'est dans le corps qu'on perd quelqu'un, de retrouver les odeurs, de voir la rue. Vous savez ce que j'ai fait quand il est mort? Dans les semaines qui ont suivi, j'allais dans la salle de bain en douce le matin sentir son blaireau. Voilà. J'allais sentir le fond de la bouteille de pétrolane qu'il avait pour s'en mettre sur les cheveux, etc. Et donc, ces odeurs, pour moi, étaient nécessaires. Et quand je vais en Afrique du Nord, là où les oranges sentent les oranges, je revois mon père. J'ai à nouveau 10, 11, 12, 13 ou 14 ans. Et c'est vrai que les odeurs, pour moi, sont indispensables. En fait. Le toucher, de voir les sons de la rue. Et tout ça, on a l'impression que c'était coupé à un moment donné à 14 ans. Et le fait de retourner, ça reconnecte, ça recircule. On peut se dire, OK, je peux passer par autre chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se pacifie. Enfin, j'ai l'impression que le bruit du moteur de la voiture. Ah oui, moi, j'ai reconnu la voiture au bruit. Ah oui, tout à fait. Oui. Et ensuite, quand je me suis assis à l'intérieur, l'odeur du cuir, etc. Donc, c'est vrai, les odeurs, le regard, le toucher, vous avez raison. Parce que c'est pour ça, d'ailleurs, beaucoup de gens qui perdent un proche, pendant très longtemps, ont besoin de garder les vêtements, de ne pas laver parfois des draps pour retrouver l'odeur dans l'oreiller ou dans le pyjama. Et ce temps est nécessaire. Après, on peut se rapproprier la personne d'une autre façon, mais au début, c'est tellement viscéral, c'est tellement charnel. Mais Christophe Fauré, j'imagine que la perte d'un père quand on est adolescent, c'est quand même très différent. Ouais.
Bien sûr, oui. Lorsque l'on est adulte, enfin même si la douleur reste toujours la douleur du parent qui s'en va, mais c'est différent quand même quand on est enfant. Tout à fait. Là, même pour la construction future. On dit d'ailleurs que c'est une des épreuves les plus difficiles d'être un adolescent, de perdre son père ou un parent. On va se construire sur ce qu'on suppose qu'auraient été les conseils de ce père. Et c'est pour ça que c'est important de garder les photos dans son bureau, d'avoir les objets, parce que on continue la relation à travers son décès. C'est important, ce n'est jamais mortifère. Mais pas du tout. Je ne pourrais pas ne pas avoir la photo de mon père. Plein de gens disent, mais arrête, enlève les photos, toutes ces choses, tu remues le couteau dans la plaie, c'est mortifère. Mais surtout pas. Dans la mesure où tous ces objets, ces hôtels parfois, la personne décédée qu'on trouve chez les gens, ne bloquent pas la vie. Le problème, c'est quand c'est devant sa vie et qu'on ne voit que ça et on ne peut plus avancer. Ouais. Mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est un dialogue finalement qui n'a pas pu se faire et qui se crée au-delà de la mort. Et qui continue à nourrir, tout à fait, oui. C'est essentiel, c'est vraiment capital. Quand 2-3 jours après sa mort, j'étais seul dans le jardin, on avait un jardin en espalier à Marseille qui descendait jusqu'à la maison. Et je me suis surpris m'entendre dire à haute voix « Je ne pourrai plus dire papa ». Et le simple fait d'entendre le mot « papa », maintenant encore, m'émeut énormément. Ce qui veut dire, pardon Jean-Pierre Foucault, que quand vous êtes devenu père à votre tour, ça a dû être chargé. Oui, sauf que je n'ai pas été un bon père, évidemment. Pourquoi ? Mais parce que j'étais emporté... Non, mais c'est vrai. L'exemple du père vous a manqué ? Oui, d'une part, et d'autre part, parce que j'étais emporté par ma vie professionnelle et que je voulais, malheureusement, plus que de réussir ma vie de père, réussir ma vie de professionnel, d'homme. Ma fille, quand elle a lu le livre, il y a quelques semaines... donc pour moi j'avais l'impression, ouf, ça y est, c'est un pensum pour moi, je l'ai fait, j'ai écrit, plus personne ne me demandera rien. Et quand elle l'a lu, qu'elle l'a refermé, qu'elle m'a téléphoné, elle m'a dit maintenant on va pouvoir parler. J'étais abattu, abattu. Mais bon. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.